Les terrasses étaient désertes. Ordre de Rare, qui, redoutant de voir apparaître les hommes singes en révolte, avait pris ses dispositions pour pouvoir les foudroyer s'ils se montraient, et cela sans crainte de massacrer les Iliens. Les projecteurs de lumière solaire, dont la plupart d'ailleurs avaient été détruits par les Nouriens, ne fonctionnaient pas, ou très peu. Une lueur diffuse, crépusculaire, régnait sur les terrasses. C'était la première fois que je voyais Hila sous cet aspect. Les parois phosphorescentes de la gigantesque pyramide du Grand Conseil lui donnaient un aspect fluide et irréel. Un beau spectacle, vraiment. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser qu'au sommet de cette pyramide de rêve, Rare, le génie du mal, se tenait, prêt à achever son œuvre de ruine, de sang et de mort. D'un moment à l'autre, un projecteur pouvait s'irradier et se poser sur moi. Je serais perdu. Il fallait fuir. Fuir. Mais où? Comment? Je pouvais entendre dans l'immense tranchée entourant Hila le grondement sourd des machines et les sifflets des contremaîtres et des ingénieurs. Le travail de reconstruction et de comblement continuait jour et nuit. Il devait y avoir de nombreux miliciens aux abords des chantiers. Et je n'aurais pas 2 fois la chance de rencontrer des cœurs magnanimes. Une fois arrêté, ce serait la mort. Que faire? Oui, que faire? Tandis que j'errais dans les galeries d'Hila, avant d'arriver sur les terrasses, je m'étais grandement réconforté. C'était l'heure à laquelle Rare faisait lancer les effluves nourriciers des machines à sang. J'en avais profité, et jamais depuis que j'avais été envoyé aux mines, je ne m'étais senti si vigoureux et si dispos. Avec une honte rageuse, je m'avouais que l'invention de Rare était efficace, féroce, mais bienfaisante. Ma force présente, pourtant, je la devais sans doute au sang d'un homme comme moi. Cette pensée m'irrita. Ce n'était pas le moment de philosopher, mais d'agir. Immobile entre 2 énormes blocs de maçonnerie soulevés par l'explosion d'une bombe aérienne qui me dissimulait entièrement, j'entrepris de mettre un peu d'ordre dans mes idées, d'envisager ma situation et surtout les moyens de la modifier. Un léger grincement derrière moi me fit me retourner. Un flot de sang monta à mes joues. D'un des puits voisins, un homme venait de surgir. Je ne pouvais voir son visage car il était dans l'ombre, mais je reconnaissais sa silhouette, sa démarche. Lim. C'était Lim, l'espion de Rare. Celui qui était venu insulter à ma détresse alors que j'étais ravalé au rang des brutes. Celui qui m'avait longuement épié, j'en étais sûr, et qui avait par jalousie, par basse envie, comploté ma perte. J'oubliais tout, les périls que je courais, ma perte certaine si j'étais repris. Frémissant, j'attendis. La direction que suivait Lim allait le faire passer à 3 ou 4 pas à peine de ma cachette. Je tirai mon poignard, une arme grossière qui me rappelait les plus tristes heures de mon existence. Et j'attendis. Lim, c'était bien lui, se rapprocha. Je n'attendis pas suffisamment. Mon impatience faillit me perdre. Comme un fou, je me ruai hors de ma cachette et bondis vers l'espion. Lim, malgré mon uniforme de milicien, malgré la demi-obscurité régnant, me reconnut instantanément. « Xi !» s'exclama-t-il en reculant d'un pas. Il porta la main à sa ceinture, mais déjà j'étais sur lui. Mon poignard s'enfonça jusqu'au manche entre ses côtes. Il tomba en poussant un cri rauque. « Je peux mourir maintenant !» grondai-je. « Puisque je t'ai eu, canaille maudite !» Une expression de raillerie et de rage contracta les traits de l'espion. « Imbécile !» siffla-t-il. Et en même temps que cette suprême insulte, un jet de sang gicla entre ses lèvres. Il était mort. Je dus me retenir, je l'avoue, pour ne pas m'acharner sur son cadavre, pour ne pas faire comme les hommes singes dont j'avais si longtemps partagé la vie. Un dernier reste d'humanité, ce n'était pas impunément que j'avais été ravalé au niveau de la brute, me retint. Je fouillai l'espion et trouvai sur lui la petite plaque ronde, en hélium, marquée du sceau de Rare,
qui servait à faire reconnaître par le peuple les grands dignitaires d'Ila. J'étais un des rares, en effet, qui connussent Lim. D'innombrables miens savaient son existence, mais ne l'avaient jamais vu, ou du moins ignoraient l'avoir vu. Il se montrait partout, mais sous des noms divers et des apparences différentes. La plaque que je venais de lui enlever allait peut-être me sauver. Depuis des mois que j'étais enfermé dans la mine, mon visage, mes traits avaient considérablement changé. Grâce à l'uniforme dont j'étais revêtu et à la plaque que je possédais, j'avais bien des chances de ne pas être reconnu. Dans les vêtements de Lim, je trouvais encore un petit téléphone portatif qui lui servait à converser avec Rare, où qu'il se trouvât. Et puis une petite boîte renfermant une paire de gants, dont les 3 doigts du milieu se terminaient par de courtes pointes, de véritables griffes, très acérées. Or, j'avais entendu parler de l'étrange pouvoir de Lim. À plusieurs reprises, des bruits avaient circulé. Des gens avaient raconté que le simple attouchement de l'espion suffisait, lorsqu'il le voulait, à provoquer la mort. 3 membres du Grand Conseil suprême qui s'étaient permis de critiquer Lim avaient ainsi péri, sans que l'on devinât comment. Je le savais maintenant. Ce gant, ces griffes, elles étaient certainement enduites, ces pointes, d'un poison foudroyant. C'était pourquoi Lim tenait les gants enfermés dans une boîte de métal, par crainte de s'en blesser. Je m'en emparai et les mis. Puis, ayant tiré le cadavre du misérable bandit sous un des blocs de maçonnerie qui m'avait servi d'abri, je résolus de payer d'audace et me dirigeai vers la coupole blindée abritant les petits aérions de la police. Non seulement je pouvais espérer n'être pas reconnu, mais je possédais le moyen de foudroyer celui qui pourrait me reconnaître. Je n'eus qu'à montrer la plaque d'Ilium au factionnaire placé devant la porte pour que l'homme me laissât passer sans rien me demander. Je pénétrai dans le corps de garde et demandai à être conduit devant l'officier de service. On m'introduisit immédiatement, et avec les plus serviles manques de respect, dans une petite pièce meublée d'une table, d'une chaise et d'un lit de camp. L'officier, un nouveau promu, ne me reconnut pas, et pourtant moi, je l'identifiais. Il avait longtemps fait partie de ma garde particulière, mais la plaque d'Ilium lui enlevait toute clairvoyance. « Ordre de Rare !» fis-je, sans prendre la peine de déguiser ma voix. « Faites sortir un aérion avec un pilote expérimenté. J'ai une inspection à faire. Dépêchez !» L'homme s'empressa, tremblant que je ne fusse pas satisfait. Moins de 5 minutes plus tard, je m'installais côte à côte avec un aériste, dans un appareil volant de petite dimension. « À 500 mètres !» ordonnai-je. Nous voguâmes dans le ciel étoilé. Je savais à peu près manier les appareils de ce type, mais j'avais oublié tant de choses durant les mois qui venaient de s'écouler que je crus nécessaire d'observer les gestes de mon compagnon. Je lui fis faire de nombreuses évolutions, aussi bien dans le sens de la hauteur que dans le sens horizontal. Il monta, il descendit, il plana, il ralentit, accéléra. Il dut enfin me croire fou. L'ayant fait monter à 1 millier de mètres, j'allais lui enfoncer les griffes de mon gant dans l'épaule lorsque je me sentis le besoin d'être renseigné. Par d'adroites questions, j'essayais de savoir de lui ce qu'était devenu Fangar, son chef. La plaque d'Ilium le rendait stupide. Il me répondit si idiotement que je n'insistais pas et m'enquis de Grosé, le chef de la milice. « Il a été exécuté comme complice de l'ignoble traître Xier, » fit l'aériste. « Ce fut le dernier à périr des 763 conjurés. Par 9 fois, son supplice fut interrompu, afin que le peuple pût venir le contempler dans la boue la désintégration. Je réussis à aller le voir 3 fois de suite, grâce à ma sœur, qui est mariée à un cousin de la tante d'un membre du Grand Conseil. Ce fut... » Des raies fulgurants de lumière violette zébrèrent le ciel. Des décharges électriques passèrent si près de nous que le moteur de l'aérion vibra. Par quel moyen ? Comment ? Je ne sais. Mais ma fuite venait d'être découverte. J'enfonçai frénétiquement les 3 griffes de mon gant dans l'épaule de l'aériste qui, lâchant ses manettes, s'affaissa.
De mon poignard que j'avais d'avance placé dans ma main gauche, je coupais la sangle retenant le cadavre à l'appareil et précipitais le corps dans le vide. Puis, ayant saisi les commandes, je piquais droit vers le nord, vers Nour. Désormais, je n'avais plus de patrie. L'aérion était neuf et rapide. L'indicateur de vitesse accusa presque aussitôt 700 km/h. Mais m'étant retourné, je pus voir que plusieurs obus volants filaient déjà à ma poursuite. Je pris de l'altitude. À 10 000 mètres, je m'enfonçais dans d'épais nuages dont l'humidité glaciale me transperça. Je respirais très difficilement. Pendant les minutes qui suivirent, je fus dans un état presque inconscient. Le hasard ou bien quelque secret instinct me fit maintenir l'appareil dans la bonne direction. Je traversais la zone des pylônes et faillis être foudroyé. Un violent orage qui éclata à ce moment me sauva en dérivant les courants électromagnétiques qui eussent dû m'anéantir. Peu après, je faillis être précipité sur le sol, dont je m'approchais à moins de 200 mètres. Je reconnus que j'avais quitté le territoire d'Ila. J'étais chez nos ennemis, les Nouriens. Je ralentis la marche du moteur. Aussi bien les accumulateurs de puissance étaient presque vides. Sous moi, j'apercevais un amas chaotique de collines rocheuses, que je connaissais bien. C'était parmi ces monticules que j'avais quelques années auparavant anéanti l'armée de Nour. Et telle était ma récompense. Fugitif, exilé, après avoir partagé le sort des hommes singes. Horaire! Je distinguai enfin une étroite vallée qui me parut propice à l'atterrissage. Non sans peine, à cause de l'obscurité, je descendis et réussis à prendre terre, un peu rudement, mais sans me faire de mal. Mon indécision revint. Comment allais-je être accueilli par ces Nouriens que par 2 fois j'avais vaincus? Considéreraient-ils en moi la victime de Rère, ou plus simplement le bourreau de leur propre pays? Il se pouvait qu'ils me missent à mort, sans autre. Ils devaient être exaspérés de leur défaite et de cette horrible obligation où ils étaient de laisser les Iliens choisir les plus beaux spécimens de leur jeunesse et de les emmener pour le sacrifice suprême. La lutte que j'avais menée contre les éléments m'avait fatigué. Et puis j'allais être obligé tôt ou tard de me procurer de la nourriture. Les Nouriens en effet ne connaissaient pas, pour leur bonheur, les horribles machines à sang servant à l'alimentation des Iliens. Ils se repaissaient comme des animaux, naturellement. Peut-être étaient-ils dans le vrai. Depuis ma captivité dans les mines, bien de mes idées avaient changé sur la valeur de la civilisation. Je poussai mon appareil dans un épais buisson de ronces où il disparut presque. Et m'étant repéré à l'aide de mes souvenirs de guerre, je me dirigeai vers une petite bourgade du bûcheron que je savais exister à quelques kilomètres dans le nord. Mes guerriers l'avaient saccagée, mais peut-être, tant l'homme est obstiné et tient à rester sur les lieux qui l'ont vu naître, avait-elle été reconstruite. Je me mis en marche. L'action de la pesanteur que je ressentais entièrement m'obligeait, à chaque pas, à un effort nouveau. Mais je m'habituais assez vite, et bientôt avançais naturellement. De temps à autre, je percevais des sifflements. C'étaient les innombrables serpents hantant cette région désolée qui manifestaient leur fureur à mon approche. Lors de ma campagne contre les Nouriens, un grand nombre de mes guerriers avaient été mordus et eussent péri sans les sérums dont nous les avions immunisés. Armé d'une branchette qui me servait à éloigner les reptiles, j'avançais dans la nuit. Je cheminais ainsi depuis une bonne demi-heure, lorsque, ayant dépassé un énorme bloc de roc recouvert de plantes grimpantes, je distinguai une lueur sur ma droite. Or, l'endroit, je le savais, était complètement désert. Le sol de sable ne produisait que des ronces et des serpents. Je voulus me renseigner. Ganté du terrible étui à griffes enlevé à Lim, je me mis à plat ventre et rampai entre les petits buissons croissant autour de moi. La lueur était toute proche. Bientôt, je reconnus qu'elle filtrait à travers la fissure d'un roc. J'approchais jusqu'à toucher la pierre et collais mon œil contre la fente.
Je distinguais 3 branches d'arbres placées en faisceau et soutenant au-dessus d'un feu de branches un grossier récipient de terre sèche suspendu par des liens d'écorce tressés. Quelques peaux de panthère mal tannées étaient étendues sur le sol. Et contre les parois du roc, d'où suintait une forte humidité, des pieux de bois étaient plantés et servaient à suspendre des quartiers de viande. La caverne, car c'était une caverne, pouvait avoir 15 à 20 mètres de longueur et 4 à 5 de largeur. Mais où donc était son occupant ? J'essayais de le voir. À ce moment, mes sens exacerbés perçurent un bruit de pas sur la mousse. Je me retournai, et n'eus que le temps de me jeter de côté, pour n'avoir pas la tête écrasée par un énorme quartier de roc que me lança un être humain arrêté à 3 pas de moi. Enragé par le péril, je me ruai sur l'inconnu. Je le rejoignis, et écartant les pieux de bois dont il essayait de me transpercer, je lui enfonçai de toutes mes forces les 3 griffes du gant dans l'épaule. Il tomba en poussant une sourde exclamation. Mon sang faillit s'arrêter dans mes veines. J'avais reconnu la voix de Fangar, le chef aériste. De Fangar, mon meilleur ami. Je me jetai presque sur lui. Déjà, il agonisait. Sa constitution exceptionnellement robuste lui avait permis de ne pas être foudroyé sur le coup. Et puis le poison dont étaient imbibées les griffes du gant était sans doute resté en grande partie dans le corps de l'aériste que j'avais tué. Lim devait, après chaque assassinat, retremper les griffes de son gant dans le poison. Du moins, je le suppose. « Fangar !» m'écriai-je dans un sanglot. « Xié !»« Ah !» murmura le mourant. « Quel malheur ! Je m'étais évadé, car les Nouriens m'avaient fait prisonnier. Écoutez, s'il m'évit, et puis tout pas où, ils sont chez Uno, et Ilg est caché, avec la pierre. Ilg est chez le grand sorcier Akash. Haletant, fou, la bouche ouverte, les yeux ronds, mes artères battant à se rompre. Je fixais le mourant, n'osant l'interrompre, n'osant parler. Fangar me lança un regard perçant qui me fit frissonner. Il se redressa et d'une voix changée qui n'était plus la sienne prononça distinctement ces mots. « Je vous pardonne, Xié. Il a éperdu. Adieu. » Ses yeux se ternirent. Un soupir siffla entre ses lèvres. Il retomba à jamais. Il me reste peu à dire maintenant. Aussi bien je vais mourir. Je l'ai voulu. Et maintenant les conséquences de ma détermination s'enchaînent. Un acte est comme une pierre qu'on lance. Une fois échappée de votre main, elle poursuit sa trajectoire sans que vous puissiez rien pour la détourner ou la ralentir. J'ai souffert toutes les douleurs, toutes les angoisses. Tout ce que l'on peut supporter sans mourir, je l'ai supporté. À présent, tout est fini. Dans quelques instants, dit-là, il ne restera rien. Rien. Ce manuscrit lui-même sera peut-être décomposé, quoique j'ai pris mes précautions pour qu'il survive. Lim avait raison. Je suis un imbécile. Je ne suis pas satisfait encore de l'atroce injustice de mes contemporains à mon égard. Il faut encore que je me soumette au jugement de la postérité, de ceux qui trouveront ces lignes et qui, comme leurs ancêtres, comme mes contemporains, seront des hommes faibles, vains, avides, sans scrupules. Reprenons ces mémoires. Après avoir assisté, impuissant, à la mort de Fangar, mon seul ami, tué par moi, tué par l'infernal Lim, qui même mort a continué à faire du mal. Je restai pendant un assez long temps immobile, et je dis le mot, n'en trouvant pas d'autre. Abruti, devenu semblable à une brute. Je ne sais comment je me retins de m'enfoncer dans la chair les griffes de métal empoisonnées avec lesquelles je venais d'assassiner Fangar. La pensée que Silmé,
mon enfant, vivait encore, n'aurait pas été suffisante pour me retenir. Mais il me sembla voir l'hymne ricaner. Cette pensée qu'en me tuant, j'assouvissais sur moi-même la vengeance de l'espion de Rère retint mon bras. Je me calmais. Je traînais le corps de Fangar dans la grotte. Le chef aériste était vêtu de haillons cousus à des dépouilles d'animaux. Sa seule arme, un épieu. Dans la caverne, rien d'autre que ce que j'y avais vu à travers la fente du roc. J'enterrais le malheureux Fangar. Je ne pouvais plus que cela pour lui. Et par raison, je mangeais. Je dévorais le bouillon de viande de léopard qui cuisait dans le grossier récipient de terre. J'étais comme ivre. La mort de Fangar m'avait atterré, et la pensée que Silmé vivait m'affolait. Silmé, mon unique enfant, que je croyais enseveli dans les ruines causées par les tarières de Nour. Comment avait-elle survécu? Qui l'avait sauvée? Et surtout, vivait-elle encore? Car Fangar ne m'avait pas dit depuis quand il avait vu mon enfant. Il se pouvait que depuis... Je frissonnais. Fangar m'avait assuré que Silmé et Tupaou étaient chez Uno, le roi de Nour. Sans doute étaient-ils mariés. Et très probablement Rère devait savoir cela. Pourquoi tolérait-il qu'il restasse à Nour, alors qu'il n'avait qu'un ordre à donner pour que Uno lui livrât les deux jeunes gens? À quelle nouvelle infamie devais-je m'attendre? Je passais la nuit entière dans une méditation sinistre. Au jour, je fouillais la grotte. J'étais persuadé que Fangar avait une cachette. Ce n'était pas avec un épieu qu'il avait tué les léopards dont les peaux jonchaient le sol de la caverne. Les ayant examinés, j'avais reconnu sur ces dépouilles des traces de fulguration, semblables à celles produites par les verges dont se servaient les miliciens d'Ila et dont j'ai déjà parlé. Je cherchais. Et je finis par découvrir, dissimulée dans une faille de la roche, une profonde et étroite fente au fond de laquelle non seulement je trouvais une verge électrique dont les accumulateurs étaient vides, mais encore un fragment d'ardoise sur lequel des notes avaient été tracées. Fangar, craignant sans doute de périr, avait voulu laisser ses renseignements à ceux qui trouveraient son cadavre. Non sans peine, car ces notes étaient écrites en langage secret connu seulement des membres du Grand Conseil suprême et des principaux chefs d'Ila, je parvins à traduire ces quelques phrases. Ilg vit chez le grand sorcier Akash, où nul ne connaît sa présence. Akash et Ilg cherchent le secret de la pierre zéro, et tout fait croire que le grand sorcier tuera Ilg dès qu'il aura trouvé le secret. Tupaou et Silmé sont surveillés. Il connaît où ils sont. Akash le lui a révélé. Les Nouriens préparent quelque chose contre Ila. Je n'ai pu savoir quoi. Mes armes sont vides, et je sais que si je revenais à Ila, je serais immolé par Rère. Je lègue tous mes biens à mon seul ami Xié, ou, s'il a péri, à sa fille ou aux enfants de ces dernières. Puisse-t-il a continué ses destinées glorieuses. Je mourrai avec son nom dans le cœur. C'était tout. Comment exprimer mon émotion en lisant ces lignes? Pauvre Fangar, ses suprêmes pensées avaient été pour moi, et je l'avais tué. Peu importe. Moi-même je vais mourir. À quoi bon m'étendre sur ce qui m'arriva ensuite? Je réussis à arriver à Nour. Je trouvai une ville dans le deuil. Pour subvenir à mes besoins, je dus assassiner et voler plusieurs Nouriens. C'étaient des ennemis, et je n'avais pas le choix. Avant d'avoir des devoirs envers eux, j'en avais envers Silmé, envers moi. Et puis maintenant, je vais mourir. Je ne sais pas, en écrivant, si chacune de mes phrases ne sera pas interrompue par la mort. Je serai franc jusqu'au bout. Je m'introduisis une nuit chez le grand sorcier Akash. Cet homme, le plus puissant des Nouriens, lesquels sont extrêmement superstitieux, habitait dans une misérable cabane à côté contre la muraille du Temple du Soleil. J'y pénétrai une nuit. La cabane était vide.
j'y vis un grabat, quelques planches supportant une cruche et une galette noire. Dans un angle, un chat borgne endormi. Sur le sol, une natte à demi pourrie. Et personne. Pourtant, j'avais guetté Akash depuis des heures. Je l'avais vu entrer chez lui. Il n'en était pas ressorti. Je tâtais les murailles. Pas trace de porte quelconque. Un léger grincement me fit tressaillir. Je n'eus que le temps de me jeter sous le grabat. La natte recouvrant le sol se souleva, repoussée par une trappe encastrée dans la terre. Akash, un vieillard maigre et osseux, dont le nez et le menton, aussi crochus l'un que l'autre, se rejoignaient presque, apparut. Il jeta autour de lui un regard soupçonneux, un simple regard instinctif, car il ne se doutait de rien. Ayant refermé la trappe, sortit. À peine la porte extérieure de la maisonnette se fut-elle refermée sur lui, que je soulevai la trappe et m'introduisis dans l'ouverture. Il y avait un puits éclairé par une lanterne fumeuse. Des échelons de bois étaient plantés dans la maçonnerie. Je les descendis rapidement et embouchai une galerie horizontale à environ 8 mètres au-dessous de la surface du sol. Presque aussitôt, à moins de 10 pas de l'échelle, je distinguai, au-dessus de ma tête, l'ouverture d'un autre puits qui, d'après sa position, me parut déboucher dans le temple du soleil. Je n'approfondis pas ce détail et continuai à avancer. J'arrivai ainsi devant une forte grille qui barrait la galerie dans toute sa largeur et dans toute sa hauteur. Les barreaux en étaient énormes et si serrés qu'il était impossible d'y passer le doigt. La clé était restée dans l'énorme serrure. J'ouvris, attirai la grille à moi et aperçus Ilg, l'électricien. Ilg, le traître. Il était debout devant un large fourneau sur lequel bouillonnaient des cornues. La clarté du foyer se réverbérait sur sa face maigre et lui donnait un aspect hideux. Il était si occupé à sa tâche qu'il n'avait pas entendu la grille s'ouvrir. J'arrivai sur lui sans qu'il se fût aperçu de rien, et d'un coup de poing sur la nuque le fit rouler à mes pieds. Après être resté étourdi pendant quelques secondes, il revint à lui et me reconnut. « Arrive !» ordonnai-je. « Ou meurs !» Je lui épargnai explications et questions, en lui montrant le gant à griffes enlevé à Lim. Il le connaissait. Il pâlit. « Le morceau de pierre zéro !» dis-je. Il frissonna et vit les griffes prêtes à s'enfoncer dans sa chair. « Tout de suite !» balbutia-t-il. La pierre zéro était dans une petite boîte d'or qu'il tira de dessous le fourneau. Je m'en emparai après avoir vérifié que c'était bien elle, tandis que l'électricien, livide, me demandait la permission d'emporter quelques objets. J'acquiesçai, en le prévenant que si entre-temps le grand sorcier revenait, je commencerais par le tuer lui, Ilg. Il eut rapidement trouvé ce qu'il cherchait. Nous sortîmes dans la galerie. Au moment où l'électricien que j'avais fait passer devant moi allait saisir les barreaux fixés à l'intérieur du puits de sortie, il recula précipitamment. Je compris, et comme les pieds du grand sorcier apparaissaient, je lui enfonçai les griffes du gant dans la jambe. Il tomba en hurlant. D'un coup de talon qui lui écrasa la tête, Ilg l'acheva. « Maintenant nous voilà en sûreté !» ricana-t-il en me regardant d'un air satisfait. « Nul, sauf moi, ne sait à Nour que la misérable cahute, qui sert soi-disant d'habitation à Akash, contient un souterrain. » Je haussai les épaules. Que m'importait ce détail? Akash était mort et on allait le rechercher. On découvrirait facilement la trappe, et si nous étions encore dans le souterrain, nous serions infailliblement pris. J'obligeai Ilg à me suivre dehors. Une fois dans la carrière abandonnée qui me servait de cachette depuis que j'étais arrivé à Nour, j'interrogeai le traître et appris de lui que Tupaou et Silmé étaient prisonniers. Nul ne savait à Nour, sauf Akash. C'était sur les instances d'Akash que Tupaou était retenu. Il avait déjà été, à plusieurs reprises, soumis à d'atroces tortures, ayant pour but de lui faire révéler comment se désintégrait la pierre zéro. Il avait toujours affirmé, même dans les plus horribles tourments, qu'il l'ignorait. Je savais, moi, que c'était un sublime mensonge, Tupaou ayant été initié par Rère, son grand-père, au terrible secret. Le temps presse.
j'aurais trop de choses à écrire. Et la mort, le néant, est proche pour Hila, pour Rare, pour tous ceux que j'ai aimés et pour moi-même. Je l'ai voulu. Ce serait à refaire que je le referais. Je délivrais Tupaou et Silmé. Ayant réussi à me procurer un uniforme de gardien de la prison, je réussis à m'introduire dans la sinistre geôle. Grâce aux gants de lime, je tuais successivement plusieurs surveillants. J'ouvris le cachot de Tupaou. Le malheureux n'avait plus de bras. On les lui avait lentement rongés dans les acides. Par lui, je sus que Silmé occupait un cachot contigu au sien, afin qu'elle pût entendre ses cris de souffrance et l'exhorter à parler. Les Nouriens, pour la férocité, valaient les Iliens. Mais la cause initiale de toutes ces horreurs n'était-ce pas Rare ? Notre émotion en nous retrouvant, mon enfant et moi, faillit nous perdre. Pauvre Silmé, infortuné que je suis, nous réussîmes à sortir de la prison et à regagner la carrière qui me servait de retraite. Ilg dormait. Pour notre sécurité à tous, je le tuais à l'insu de Tupaou et de Silmé. J'appris de Tupaou que c'était lui qui, engagé dans les rangs des Nouriens et commandant une des terribles tarières, avait pénétré jusque dans ma demeure et avait enlevé Silmé. Mais Uno, le roi de Nour, égal en traîtrise et en astuce à Rare, avait fait emprisonner les deux fiancés dès leur arrivée dans ces états. Le téléphone portatif que j'avais enlevé à Lim fonctionnait fort mal, et j'avais peur en me servant de faire connaître ma présence aux gens de Nour. J'envoyais Tupaou à Hila afin de négocier notre retour et de faire notre paix, si c'était possible, avec Rare. Les adieux des deux fiancés furent déchirants. On eût dit qu'ils devinaient l'avenir. Tupaou réussit à regagner Hila, où Rare le fit impitoyablement foudroyer, comme traître, au pied de la pyramide du Grand Conseil suprême. La nouvelle en parvint jusqu'à Nour. Je la pris et ne sus pas la cacher à Silmé. Le même jour, m'étant éloigné pour nous procurer quelque nourriture, je retrouvai mon enfant inanimée, morte. Elle s'était enfoncée dans la poitrine les griffes du gant de lime. Et si affaibli que fût le poison restant, il avait suffi à tuer ma fille. Je termine. Tout est fini, et je m'étonne de vivre encore. Je revins à Hila par une nuit d'orage sur l'aérion que j'avais enlevé. Ces accumulateurs renfermaient suffisamment d'énergie pour me faire franchir les frontières de ma patrie. En quelques jours de marche, j'atteignis les terrasses. Tout était désordre et confusion. Les condensateurs de lumière solaire ne fonctionnaient plus. Depuis longtemps, les tranchées ayant servi à capturer les tarières étaient comblées. Mais les machines qui avaient servi aux travaux étaient encore sur les chantiers. Les miroirs paraboliques installés au-dessus des puits distributeurs de chaleur et de lumière étaient ternis, encrassés, rayés. De misérables Iliens que j'interrogeais ne me reconnurent pas et m'apprirent que l'extermination des hommes singes avait presque arrêté l'extraction du minerai nécessaire aux machines à sang, lesquelles ne fonctionnaient plus guère. Il avait fallu nourrir la population avec les provisions des hommes singes. Rare avait pu pourtant conserver le pouvoir, grâce à la terreur qu'il inspirait. La disparition de Lim avait porté un nouveau coup à son pouvoir chancelant, et l'on craignait une attaque des Nouriens, à tel point que la population avait voulu faire libérer les prisonniers. Rare, de rage, avait fait foudroyer ces derniers. Hila croulait. Je réussis à m'introduire dans les puits, tant la surveillance était relâchée. Je pus pénétrer dans les cryptes renfermant les munitions d'Hila. Elles étaient presque vides, mais que m'importait. J'arrivais devant la triple casemate renfermant la pierre zéro. Tupaou, avant de partir pour Hila, pour la mort, m'avait révélé le secret du terrible alliage. Je plaçais devant le blindage la boîte d'or renfermant le fragment de pierre enlevé à Ilg et déposais contre elle un petit réchaud électrique que je réglais de façon que, dans un très court délai, la pierre zéro contenue dans la boîte fut suffisamment réchauffée pour se désintégrer
et provoquer, en même temps que la désintégration des centaines de kilogrammes de pierre zéro entreposés derrière les blindages, la destruction complète d'Hilla. J'ai terminé. Il est 9 heures du soir. Le soleil a disparu depuis longtemps derrière la pyramide du Grand Conseil. Les étoiles scintillent. C'est le dernier soir d'Hilla. Sa civilisation mériterait peut-être d'être sauvée. Je vais transcrire maintenant ce que je sais des principales découvertes de nos savants. Quelques formules suffiront, et j'enfermerai mon manuscrit dans le récipient que j'ai préparé et qui échappera peut-être à la catastrophe. Qu'importe, je vais mourir. Rare va mourir. Et aussi ce ramassis de lâches féroces qui se sont montrés prêts à tout pour prolonger leur ignoble existence. Que ne puis-je les voir tous pour leur rire à la face et leur montrer que leur ignominie a été vaine. Ainsi se terminait la partie traduite du manuscrit de Xié. Tout porte à croire que le fragment de pierre violette jeté par la servante du docteur Atkinson dans le fourneau de sa cuisine n'était autre qu'un morceau de pierre zéro, échappé, par quel hasard, à la destruction d'Hilla. Ce fragment de matière inconnue devait, tout semble le démontrer, provoquer, à plusieurs centaines de siècles de distance, de nouvelles ruines. La destruction de San Francisco.